Culture Cube. Culture Cube. Egunon, bonjour à tous les auditeurs. Egunon, bonjour Aïssé, Chantal. Egunon, bonjour. Egunon. Aïssé, Mickaël. Voilà, nous voilà pour une nouvelle émission de Culture Cube. Et aujourd'hui, on va vous proposer la découverte, une découverte spéciale, n'est-ce pas Chantal? Tout à fait. On est allé, on a reçu, Beltzane Obanos, qui a monté une structure, un atelier où elle partage un petit peu les connaissances acquises ces derniers temps. Il s'agit du Feldenkrais. Donc oui, son atelier s'appelle Kulunka Feldenkrais. Donc elle est professeure de Feldenkrais et vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que le Feldenkrais. En deux mots, comment est-ce que tu présentes ça? En deux mots, ce serait une méthode. Alors, c'est très complexe à expliquer en fait. Elle aussi, elle le dira. C'est une méthode de bien-être en fait qui est basée sur du mouvement et sur... du mouvement doux, mais c'est pas du yoga. Non, c'est pas du yoga, c'est pas... Une méthode somatique, mais bon, elle va nous expliquer ce que c'est qu'une méthode somatique. Voilà. Et voilà, c'est une méthode basée sur le mouvement et sur le système neurologique en fait. Voilà. Et comme surprise aussi, on annonce déjà la petite surprise, c'est que elle va diffuser des petites chroniques régulières pour nous aider à mieux nous sentir. Sur Radio Cultura, voilà. Exactement. Avec, à chaque fois des thèmes spéciaux pour travailler. Et dans cette émission, il y aura même une petite... un petit avant-goût. Voilà. Il y aura bien sûr aussi de la musique dans cette émission. Et ainsi que, comme d'habitude, nouvelles insolites et quiz. Mais Aïssé, moi, je choisis le quiz. C'est toujours toi qui choisis le quiz. Ah, allez, partons pour le quiz. Pourquoi c'est toujours Aïssé qui choisit? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que comme le quiz et les nouvelles insolites, c'est entre Chantal et moi, il faut bien quelqu'un qui départage. Mais bientôt, je pense qu'elle va contribuer avec quelque super. chose. T'es contente? Oui, ravie. On y va. Culture Cube. Alors là, on va s'intéresser tout d'abord au corps humain. Et d'après vous, alors un quart des os que nous avons dans notre corps se trouve dans une partie assez spécifique, mais de laquelle il s'agit. Donc un quart des os de la totalité des os qu'on a dans notre corps. Donc c'est les mains, les pieds ou l'épaule. Moi j'hésite entre les mains et les pieds. Moi je dis les mains. Moi, pour pas dire comme Aïssé, je dirais les pieds, mais j'hésite entre les deux. Et pas l'épaule? Non. Bravo Chantal, c'est les pieds. Oui, voilà, c'est les pieds. Donc c'est pour ça on réussit plus ou moins à être relativement stable quand on est debout. Plus ou moins, ça dépend des situations et des personnes. Deuxième question, c'est quelle est la partie du corps, on continue avec le corps, qui guérit le plus rapidement? Alors, 3 propositions, la langue, le nez ou les oreilles? La langue, ouais. Bravo. Comme les lézards. Oui, bravo. Bon, voilà, trop facile. Mais, 3e et dernière question, et là, c'est la réponse la plus proche qui gagne, c'est avec combien d'autres personnes vous partagez en moyenne le jour de votre anniversaire? C'est-à-dire que dans le monde, combien de personnes célèbrent leur anniversaire en même temps que vous? Allez, la personne la plus proche, elle gagne. Ouais, mais ça dépend, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont environ nées en moyenne, septembre. En moyenne. Oui. Moi, je dirais 4%. Non, mais en millions. Ah, en millions. Je croyais en pourcentage. Pardon, excusez-moi. En millions. Oui. Moi, je dirais... j'ai aucune idée. 4 millions. J'en sais 5 600 000. Comment? 5 600 000. Ah, mais bravo Chantal, tu es la plus proche. C'est 9 millions. Voilà. Oui. Bah, vous êtes resté dans des chiffres relativement raisonnables. Oui. Et 9 millions de parce que je connais personne qui est né le même jour que moi. Donc, c'est pour ça que je dis un petit chiffre. Voilà, mais là, tu vas être contente de savoir que tu vas pouvoir inviter 9 millions de personnes à ta fête.
Voilà pour le quiz insolite d'aujourd'hui. Et maintenant, nous allons partir avec la nouvelle insolite de Chantal. On y va. Alors, avec quoi est-ce que tu vas nous surprendre aujourd'hui, Chantal? Un peu de culture aujourd'hui. Ah, c'est bien. Culture scientifique ou pas? Non, culture. On laisse la science, d'accord. Voilà, bon, un peu. bien. C'est les vacances bientôt, donc pas trop sérieux. Et donc, je vais vous parler de musées insolites à travers le monde aujourd'hui. Génial. Voilà. Alors, j'ai recensé 3 musées insolites. Alors, on va commencer par aller au Japon, à Osaka. Dis donc, le Japon, c'est à la mode avec toi. D'accord. Bon, je parle souvent du Japon. Ah oui, Non, quelquefois. Ah ouais, je sais pas. Je me rends pas compte. Les bébés qui pleurent, qui font des les bébés qui Non, pleurent, ça, c'est c'était ici. moi. D'accord, bon, Ouais. voilà. Oui. Bon, vous êtes Moi, j'aime pas les bébés qui pleurent. D'accord. Et, Bon, moi non plus, mais... Donc, le musée. Donc, au Japon, à Osaka, le musée des ramen, c'est un lieu qui est totalement dédié aux nouilles instantanées. Ah ouais. C'est quoi ça? Donc ça peut paraître un peu farfelu quand même, mais au Japon les ramen, enfin je sais pas si ça se dit les ramen ou si c'est les ramen, le nom c'est le nom du bol rempli de sauce de nouilles instantanées qu'on voit dans des dessins animés là qui mangent hyper vite là. Et donc c'est ce musée qui rend hommage à Momo. Momo, c'est pas très japonais comme nom. Allez, reprends tes esprits. C'est pas fini. Momofuku, je sais pas comment on dit. Momofuku Ando, qui est l'inventeur des nouilles instantanées, qui les a inventées, vous savez en quelle année? Non. Allez, je vais dire 1887. Ah non. Non. Non, t'es loin. Bah, T'as une idée? Non, franchement, Bon, c'est pas un quiz. Mais, oui, non. Les nouilles instantanées ont été inventées en 1958. C'est pas si vieux que ça. Quoi. D'accord. Bref. Donc, j'ai été le plus proche parce que comme c'est là. Oui, comme elle a pas dit. Comme je joue pas, du coup, oui. Et donc voilà, donc c'est ce musée à Osaka, ils avaient fait pour rendre hommage à ce monsieur Momofuku. Et donc dans ce musée, on peut y voir plus de 800 packaging différents de nouilles instantanées. Ah oui, parce que le packaging, c'est ça qui est intéressant dans ce genre de produit, c'est qu'il y a toute une esthétique et pour attirer bien sûr l'œil du chaland. Voilà. Tout à fait. Ah voilà, intéressant. Voilà. Donc à Osaka, n'oubliez pas d'aller au musée des nouilles instantanées. Voilà. Ensuite, on va aller en Islande, à Reykjavik. Et là, à Reykjavik, on va y trouver le musée du phallus. Bien. Et dans ce musée un peu particulier, on peut trouver 217 spécimens marinés ou séchés de toutes formes et de toutes tailles différentes. Voilà. Et de toutes sortes, pas que de l'être humain, mais des animaux. On peut trouver un phallus géant de baleine et même un phallus d'un elfe. Donc c'est un phallus invisible d'un elfe. Il y a même un pénis humain. C'est un vieux monsieur, un vieil Islandais qui a fait don à sa mort. Bon, bref. Super. Il y en a qui font don de leur corps à la science. C'est don au musée. Exactement. Voilà, pourquoi pas. Alors, par contre, ce lieu est à l'origine, ce musée est à l'origine d'un collectionneur de phallus. Chacun collectionne ce qu'il veut. Mais son nom n'est pas mentionné. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé son nom. N'essayez pas de faire de même en donnant une partie de votre corps au musée basque, parce que je pense que ça ne va pas le faire. Le nez, mais bon. le nez des Basques qui est oui. Qui est assez... Bon, je ne sais pas si ont les techniques on peut leur proposer. Enfin bref. Et troisième musée. On va terminer, on va en Turquie, à Avanos. Et là, on va aller au musée du cheveu. Alors, j'ai vu une photo, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas... D'où la réputation qu'ils ont pour faire des implants de cheveux, etc. Un baignadine, si tu nous écoutes. Alors, dans ce musée, on peut trouver plus de 16 000 échantillons de cheveux de femmes, qui recouvrent les parois du sol au plafond. Alors, ça fait j'ai vu une photo, ça fait un truc particulier à voir quand même. Je ne voudrais pas être trop dedans. Et sur chaque mèche, paraît-il, il y a le nom et l'adresse de la visiteuse qui a fait don du cheveu, de sa mèche de cheveux.
D'accord. Voilà. Et la personne qui a réalisé ce truc-là, elle a eu droit à une inscription au Guinness des records, parce que c'est c'est assez particulier. Oui. Ouais, c'est vraiment particulier. D'accord. Et donc voilà. Bon, très bien. On invite tout pour aujourd'hui. On invite nos auditeurs, voilà, s'ils ont visité des musées aussi insolites que ça à travers le monde ou même voilà, au Pays Basque, qui nous envoient. Appelez-nous et on se fera un plaisir de commenter cette nouvelle. Voilà. Avant d'attaquer le sujet principal de cette émission, on te remercie tout d'abord, Chantal, pour ces nouvelles insolites. On va faire une pause musicale avec une proposition d'Aïssé, n'est-ce pas? Oui, donc j'ai choisi un groupe qui s'appelle Friday Night Plants. Et en fait, c'est un groupe, il est tout seul, mais c'est quand même un groupe. Et c'est une reprise. Le morceau s'appelle Plastic Love. Et c'est une reprise en japonais, en fait, d'une chanteuse qui s'appelle Maria Takushi. J'espère que je le prononce bien. Et voilà, c'est un mélange de pop, d'R&B et d'électro. Allez, on continue au Japon, on y va. Put
Plastic Love, donc à l'origine un morceau d'une japonaise dont je ne vais pas oser répéter le nom, et qui a été repris par Friday Night Plants, qui est un groupe ou un musicien solo? C'était un musicien solo. D'accord. Bon, génial. Un groupe. Oui, dans mes recherches, il y avait écrit groupe solo. Groupe D'accord, solo. très bien. On accepte. Et voilà, assez relaxant, assez doux, voilà, tout comme la technique employée par Beltzane Obanos pour développer sa pratique du Feldenkrais qu'elle va nous faire découvrir à l'instant. On y va. Culture Cube. Je m'appelle Beltzane, je suis praticienne de la méthode Feldenkrais et coach en finances personnelles. Feldenkrais et coach en finances personnelles, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La méthode Feldenkrais, c'est une méthode somatique. Somatique, ça veut dire que ça se passe par les sensations de chacun. C'est un apprentissage qui se fait à travers ces sensations, ce qu'on ressent, et qui a comme objectif d'améliorer globalement notre mouvement, mais de l'améliorer d'une façon instinctive, que ce soit quelque chose qu'on doit réfléchir pour le faire. On essaye d'apprendre ça pas à l'intellect, mais au système nerveux. Ça peut améliorer, par exemple, des gestes de la vie quotidienne. On peut avoir des gestes pas très fonctionnels qui nous causent. Quand on dit que c'est pas fonctionnel, c'est parce que on peut avoir des mouvements parasites qui nous causent des problèmes. Si je vais étendre les linges, par exemple, que en levant les bras, je lève aussi mes épaules, alors que j'en ai pas besoin, je vais très probablement après avoir des douleurs de cou et tout ça. Donc, ça va nous apporter une façon de faire tous ces mouvements plus fonctionnels. Je sais pas autrement. Mais comment, voilà, par exemple, si quand on étend le linge, comme tu dis, et qu'on lève les épaules, enfin, on fait ça inconsciemment. Oui. Et voilà. C'est pour ça que notre objectif, c'est d'apprendre ça, on va dire, quelque part, au système nerveux de la personne. Parce que, un cas typique, c'est quand on nous dit, pour soulever un poids, il faut plier les genoux, blablabla. Bla, bla, bla. Très bien. Sauf que le jour où on réfléchit pas, on le fait, et quand ça tire dans les dos, on se dit, ah merde. Et on n'est pas tout le temps concentré à explorer, à sentir exactement ce qu'on fait. Donc, le Feldenkrais, ce sont des moments où on prend pour vraiment être dans ces sensations. Quand on est dans les sensations et qu'on fait des mouvements, on utilise différents schémas pour aller à un endroit, on va dire, un objectif, une fonction qu'on est en train de travailler. Le système nerveux, il va repérer ce que pour toi est le plus fonctionnel à ce moment-là. Et en plus, c'est que pour toi, le plus fonctionnel, ce n'est peut-être pas pour moi, parce que peut-être que moi, j'ai une rectification des cervicales, par exemple, je peux pas faire le même mouvement de cou. Donc, on va trouver différents chemins, et cette exploration, cette information qu'on tire de l'exploration, le système nerveux, il la garde. Et il va choisir ce qui est le mieux pour toi à ce moment-là. Donc, il s'agit d'élargir les possibilités. Et en plus, on va aussi, dans cette exploration, on va pas aller corriger, on va pas dire, fais les mouvements comme ça et répète ces mouvements 10 fois. On fait pas d'exercice. On va vers ces schémas qui pourraient sembler plus corrects en général, parce qu'on a quelque chose qui est fonctionnel pour nous en tant qu'espèce, qu'être humain. Il y a le squelette, il est organisé d'une certaine manière, ce qui est global pour tous, mais après, il y a ce qui est personnel pour toi, parce que tu as ta réalité. Évidemment, on a décidé de ce qui peut aider plus ou moins tout le monde, mais dans cette exploration, on va tout proposer, même ce qui, entre guillemets, n'est pas le mieux pour tout le monde, parce que les contrastes aussi va faire que le système nerveux, ton système nerveux à toi va se dire, ah, ça pour moi, peut-être, mais regarde, si je combine comme ça. Donc, c'est comme un puzzle. Moi, je dis toujours, c'est un puzzle. On met une pièce et une autre pièce, et on met différentes pièces, et toutes ces pièces sont importantes. Il n'y a pas qu'une pièce, qu'une façon de faire qui t'amène à avoir le puzzle complet. Ce sont vraiment cette exploration. Ah, et si j'aimais cette pièce-là, ah non, là, elle rentre pas. Je vais aller ailleurs, et je vais vraiment par rapport à ce que moi, je ressens. C'est difficile, ça. C'est très difficile. C'est très difficile d'expliquer aussi. Voilà, je sais pas concrètement comment un cours, comment ça se passe. Alors, dans un cours, je vais proposer des mouvements. J'ai construit une leçon. Ils sont pas dits au hasard. Il y a toujours un but lié à une fonction. Par exemple, mieux se lever ou mieux regarder arrière. Par exemple, parfois on peut pas, on a des problèmes de cou, on peut pas trop tourner la tête. Ou moi, je vais avoir peut-être une fonction en tête que je ne dis pas. Ce n'est pas un objectif, c'est juste une orientation, un endroit vers lequel on va. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Et ce qui est important, c'est ce qu'on apprend en chemin. Et moi, quand j'amène les élèves vers ces chemins-là, il se peut qu'ils découvrent d'autres choses. Il se peut que moi, j'ai une leçon pour améliorer la façon dont on tourne la tête. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire « je me sens plus en équilibre ». C'était pas forcément mon but, mais il y a aussi une amélioration globale de toutes les fonctions, parce que tout est lié finalement.
Et parce que pour que je tourne mieux le cou, il faut que mon dos soit plus libéré et que mes appuis soient meilleurs. Et chaque personne va avoir un élément qui va ressortir plus que l'autre en fonction de ce que chacun avait besoin d'améliorer. Et on n'est pas tous au même point. Par exemple, les gens, quand ils viennent en cours, ils viennent dire, moi, je veux améliorer. Quels sont leurs... Alors, dans les cours des groupes, c'est moi qui décide. Parfois, il peut y avoir des demandes spécifiques, mais c'est pour un groupe de 10 personnes. Moi, je vais avoir des choses que je sais que ça peut aider tout le monde. Même si après, quand je connais les gens, je peux adapter tout ça, mais c'est pas très personnalisé. Après, il y a les cours individuels. On travaille sur une table typique, massage, ostéo, tout ça. Ce n'est pas un traitement qu'on fait, ce n'est pas une thérapie. Ce sont des mouvements spécifiques que je vais faire, moi, en manipulant la personne, qui vont aller améliorer quelque chose que cette personne m'a demandé d'améliorer de plus spécifique que pour elle. C'est quelque chose que je ne peux pas faire en cours collectif. Ça va être plus profond, plus direct. La personne va avoir le bénéfice assez rapidement pour cette chose, cette fonction ou ce qu'elle voulait améliorer. Mais parallèlement, elle est quelque part dépendante du fait que moi, j'ai fait les mouvements. Elle décidait pas, il y a moins d'exploration. Donc moi, je trouve aussi intéressant le cours collectif parce qu'on peut devenir très rapidement très autonome. On comprend la logique et quelque part, on commence à l'appliquer à notre vie de tous les jours. Moi, mon but, c'est que les gens deviennent autonomes, qu'ils soient pas dépendants du fait de venir de s'allonger sur la table, qu'ils puissent vraiment améliorer leur quotidien par leur compréhension, par leur connaissance de leur schéma corporel. Les personnes qui viennent en cours, là, par exemple, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Quel est leur objectif? Alors, comme c'est pas très connu, au début, ils viennent tous par curiosité. Ils sont pas un but précis. Mais si je peux donner cet exemple, par exemple, moi, j'ai une élève qui avait commencé avec moi en 2018 un cours collectif, qui avait très mal si elle restait couchée sur le dos. Alors, on est très souvent couché sur le dos en Feldenkrais parce que ça permet d'examiner les contacts avec le sol. Comme on a tout l'arrière de notre corps sur le sol, on voit comment on est organisé. Après, on compare. On fait souvent la comparaison comme ça. C'est pas obligé. Il n'y a pas que ça comme option. Je peux adapter. Comparer. Mais avant, je sentais que mon omoplate droite n'appuyait pas trop au sol et j'ai fait quelques mouvements et waouh, je sens que l'appui a complètement changé. Et ça, c'est nécessaire dans la méthode. On fait quelques mouvements, on arrête. On prend un temps de pause, le système nerveux, il sent les changements, il intègre, parce qu'il faut savoir qu'on n'apprend pas pendant le mouvement, on apprend pendant la pause. Et ça, c'est pour tout dans la vie, c'est pas que pour le Feldenkrais, ça serait bien de se le mettre dans la tête, car les gens qui veulent travailler tout le temps, il faut prendre des pauses. À l'école aussi, il faudrait. Parce que les enfants, c'est bien de les savoir au travail tout le temps, mais quand est-ce qu'ils s'intègrent? Pendant la pause. Donc plus il y a des pauses, plus on apprend. Donc nous, on prend tout ce temps de pause souvent sur le dos. Alors, évidemment, si une personne ne peut pas être sur le dos, j'adapte. Mais cette élève, par exemple, elle pouvait pas rester ou elle devait toujours sur le dos, être avec les jambes pliées parce qu'elle avait mal au lombaire. Aujourd'hui, elle peut rester allongée sur le dos. Ses lombaires, elles sont arrêtées de faire un travail qu'elle n'était pas censée faire. Le but, c'est justement quand il y a souvent des douleurs. Alors, quand il y a une lésion, tout ça, d'accord, c'est autre chose. Mais je parle des douleurs typiques musculaires. J'ai mal au cou, j'ai mal au lombaire, ça tire et tout ça. Il y a souvent des muscles qui sont en train de faire un travail qu'ils ne devraient pas faire, qu'ils n'ont pas besoin de faire. Mais ils savent pas. Le système nerveux, il est là, il dit, il bosse. Donc, nous, en cours, on va essayer de lui montrer qu'il peut faire autrement. Et dès qu'il a compris qu'il peut faire autrement et que c'est mieux, que c'est plus fonctionnel et que ça demande moins d'efforts, il va prendre toujours la meilleure option. C'est pas un ami de Murphy, le système nerveux. Lui, il prend toujours la meilleure option. Voilà. Et, par exemple, comment ça se passe en cours? Tu veux que je te fasse un truc tout court? Ouais. Alors, assieds-toi sur le devant de la chaise, les pieds bien à plat au sol, et juste très légèrement tourne la tête pour regarder à gauche mais sans aller jusque là où ça tire, et observe jusqu'où tu arrives facilement. Mais avant que la qualité du mouvement change, avant que ça tire, et reviens, regarde à droite, ne va pas trop loin, juste là où c'est facile, et reviens. Là, c'est maintenant le rang de mouvement que tu peux faire facilement. Donc maintenant, à nouveau, va à gauche et observe si ton regard suit ton mouvement ou pas. Observe ce que fait ton regard. Et tu reviens, ne va pas trop loin, n'essaye pas de faire quelque chose de grand, il n'y a pas de performance. Et après, va à droite et observe où est ton regard, si ton regard suit le mouvement, et reviens. Et la prochaine fois, continue à aller à droite et à gauche, mais maintenant, le regard va en sens opposé. Quand tu vas avec la tête à gauche, ton regard va à droite. Joue avec ça, pas une performance. Non. T'as rien à gagner.
Essaye de les faire drôles. Et trompe-toi. Parfois, fais-les mal. Ton regard, il fait pas ce que tu lui as dit de faire parce qu'il t'obéit pas. Et c'est pas grave. Il est indépendant. Tu es en faveur de la révolution. Tes yeux, ils font la révolution. C'est pas grave. Juste, tu essayes, par exemple, si tu arrives pas à les faire en même temps, tu peux tourner la tête à gauche sans penser à ton regard. Et une fois que tu es à gauche, reste à gauche et va avec tes yeux à droite et reviens. Seulement avec tes yeux. C'est-à-dire, tu regardes quelqu'un du coin de l'œil, style, quoi, qu'est-ce que tu dis, toi, là? Et tu reviens à gauche avec tes yeux. Tu as ton regard à droite et tu reviens à gauche. Quelquefois. Mais ne va pas trop loin avec les yeux non plus. C'est pas grave si c'est tout petit, c'est encore mieux si c'est petit. Et la prochaine fois que tu vas revenir avec tes yeux, reviens avec tes yeux avec ta tête. Et maintenant, à nouveau, essaye d'aller à gauche et avec tes yeux, regarder le micro qui est devant toi. Tu peux te prendre des repères qui t'aident à... Et voilà. Et si c'est jusque-là, et tu vas pas plus loin, tu vas pas plus loin. Tu reviens. Si c'est juste un petit peu, c'est pas grave. Fais-le quelques fois. Et petit à petit, commence à ne pas penser au micro et voir si tu peux aller de plus en plus à gauche avec le regard à droite. T'as 2 ans et tu viens de découvrir que tes yeux peuvent travailler avec la tête ou sans la tête. Et tu commences à jouer avec ça. Personne te regarde, les adultes, ils te disent pas si c'est bien ou mal, ils te félicitent pas, on s'en fout. Essaye de faire la même chose à droite. Et prends une petite pause. Tu peux te mettre sur le dossier de ta chaise un peu pour la pause. C'est le moment de l'intégration. En Feldenkrais, on fait des petits mouvements et beaucoup de pauses. Et on peut se demander, mais c'est bon, je suis pas fatigué. Ça a été 2 millimètres de mouvement. On se repose pas parce qu'on est fatigué. Si on est fatigué, c'est qu'on a trop fait. Ça nous intéresse pas de nous fatiguer parce qu'on n'apprend plus. C'est parce que c'est le moment de l'intégration. On a travaillé, maintenant le système nerveux, il prend le temps d'intégrer. Alors reviens sur le devant de la chaise. Et maintenant, observe jusqu'où tu peux regarder facilement sans que ça tire vers le haut, vers le plafond. Avant que ça tire, tu t'arrêtes et tu reviens. Et maintenant, tu regardes vers ton nombril, vers le bas, jusque là où c'est facile, et tu reviens. Et je baisse la tête aussi. Oui, d'accord. La tête. Et si tu veux, maintenant, continue à faire vers le bas et observe si tu peux rajouter de plus en plus de parties de ton corps. Peut-être que quand tu regardes vers le haut, peut-être que ton ventre va un peu s'avancer pour t'aider à te grandir un peu. Et peut-être que quand tu regardes vers le bas, peut-être que ton dos va s'arrondir un peu pour t'aider à baisser un peu plus la tête. Et observe ce qui fait ton regard, si ton regard t'aide à aller vers le haut et vers le bas. Et quand tu te sens prête, commence à jouer avec ton regard. Est-ce que tu peux regarder vers le plafond, sans le voir évidemment, quand tu baisses la tête vers le nombril? Même si tu vois pas le plafond, est-ce que tes yeux peuvent aller regarder par exemple la naissance de tes cheveux dans ton front? Et quand tu vas vers le plafond, est-ce que tes yeux peuvent aller regarder ton menton? Amuse-toi quand tu vois qu'ils ne le font pas. Juste prends plaisir. Tu te dis, pourquoi ils font pas ce que je veux? Parce qu'ils sont pas l'habitude. On les habitue à travailler tout le temps avec la tête. Mais ils peuvent travailler séparément. Reste un peu avec la tête vers le bas et juste amène quelquefois les yeux vers le haut et vers le bas. Et arrête ça. Maintenant, regarde vers le haut. Et va quelquefois avec les yeux vers le bas et vers le haut. Et encore essaye de les lier les deux, d'aller vers le haut et vers le bas et le contraire avec les yeux. Pour voir s'il y a quelque chose qui est un peu plus clair. J'adore faire des trucs avec les yeux. Arrête ça. Prends une petite pause. Et quand ce sera suffisant pour toi, regarde un peu à droite et à gauche avec la tête et les yeux. Observe s'il y a quelque chose qui a changé. Si le mouvement est plus grand ou s'il est pareil mais plus facile, s'il y a quelque chose qui est plus léger. Voilà, une petite démo. Super. De ce que ça peut faire. Donc là, l'objectif était un peu de libérer les coudes pour qu'ils puissent tourner facilement. Donc il y a eu ce mouvement des yeux. Alors le mouvement des yeux est directement lié aussi avec les muscles du cou. Et souvent, les yeux, ils bougent qu'avec la tête. Alors que tout le monde peut regarder du coin de l'œil quand on sent qu'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, tu vois? Donc ça, il faut pas l'appliquer qu'avec de la mauvaise foi. C'est bien de faire des choses qu'on fait tout le temps d'une manière, tout le temps associée, de voir comment on peut dissocier, parce que les parties du corps, elles peuvent travailler ensemble, mais elles peuvent travailler séparément aussi. Et c'est une information très importante pour le système nerveux. Donc ça, on le fait beaucoup. Par exemple, aussi, on aurait pu faire beaucoup de choses dans cette leçon.
j'ai voulu faire court, mais on aurait pu mettre la main devant le visage, tourner avec la main, tourner sans la main, les yeux suivent la main. On peut enrichir les catalogues à l'infini et dire au système nerveux, tu peux faire tout ça. Et plus il sait faire des trucs, plus il aura des options quand tu vas faire quelque chose de façon inconsciente. C'est le système nerveux qui va décider à ce moment-là, quand tu mets pas ton intellect en action. Et bien plus il a d'options, plus il choisira le meilleur mouvement pour toi. À ce moment-là et dans ces circonstances-là. Parce qu'il n'y a pas quelque chose d'universel pour toutes les circonstances. Après, on fait une leçon, on la finit toujours par une petite marche. C'est un mouvement quotidien, un mouvement très humain, la marche, très complet. Donc, ce qu'on a fait va s'intégrer à cette action-là. Donc, après chaque leçon, on se met debout et on marche. Culture Cube. On va continuer une deuxième partie un petit peu plus tard avec Beltzane Obanos, mais voilà, déjà on commence à comprendre voilà, qu'est-ce que c'est que le Feldenkrais. Le concept. Et on a même eu l'occasion de s'exercer pendant qu'on l'écoutait. Tout et à fait. Puis voilà, très important, la marche. Après les exercices, il faut se lever, se mettre debout et marcher. Pourquoi Et ça justement, infuse et justement, maintenant, ce qu'on va écouter, c'est un groupe que tu nous as Quelle bascule. Bravo. Le morceau s'appelle Man Up. Donc, Man Up. voilà, c'est l'homme qui se met debout. Et c'est du groupe Hills. Hills, c'est un groupe de rock américain de Los Angeles qui est là depuis très très longtemps. Il s'est formé en 1995. Il joue toujours. Alors, il y a que le chanteur qui est là d'origine. Il y a les musiciens qui ont changé entre-temps. Mais donc voilà. Et j'aime beaucoup sa voix. Hills, et voilà. Ah, bon. Écoutons. In my heart of hearts, I know it well. Been giving myself the soft sell. Anyone can see that I've been running away, not facing the day that's here. It's time to man up. I'm man enough. It's time to man up. I'm man enough. It's time to man up.
Hills, le groupe Hills avec le morceau Manap. Et voilà, c'est pas le morceau peut-être le plus connu d'Hills, mais voilà, qui donne un bon avant-goût de l'univers dans lequel ils développent leur musique. Et on continue avec Beltzane Urbanos. Là, peut-être qu'elle va nous parler un petit peu plus de comment elle a découvert cette technique. Et puis un peu d'histoire. Et voilà. On y va. Culture Cube. Combien de temps dure un cours ? Un cours, normalement pas plus de 45 minutes. C'est très compliqué dans notre société où les gens pensent que s'ils n'ont pas 1 heure de cours, ils perdent de l'argent. C'est dommage parce que vraiment, il faut pas en faire trop en Feldenkrais. Si je te passe trop d'infos, ton système nerveux, là, il va rien utiliser parce que du coup, il sait plus où il en est. Donc, mes élèves, c'est bon, ils savent que c'est 45 minutes. Souvent, on reste 1 heure, mais parce qu'on prend 5 minutes avant pour papoter, 5 minutes après. Mais vraiment, la leçon, à proprement parler, elle dure 45 minutes. Après, j'ai fait aussi des stages. Les stages durent plus longtemps, mais on fait 45 minutes. Il y a une pause. On en parle, on en discute. Hein. Leçon suivante. Et pareil, les leçons individuelles. Ça peut être 30 minutes ou 45 minutes. En général, en plus, nous, on avait un prof allemand. Tu vois, le truc carré, il nous disait, vous dépassez pas les 45 minutes. Et il nous mettait une montre devant, tu vois, pour l'entraînement et tout ça, parce que c'est prouvé. Il y a des gens, souvent, qui vont rester plus longtemps parce que, entre guillemets, parfois, on s'acharne, parce qu'on a envie. Hein. Normalement, on ne devrait pas, mais c'est très humain, ça aussi, d'avoir envie. On peut pas faire mal, d'accord? La personne ne peut pas sortir de là parce que on ne va jamais là où il y a un problème, on n'insiste pas, on force pas. C'est tout très doux, très petit, mais elle peut avoir moins de bénéfices avec plus de temps qu'avec moins de temps. On passe juste le nécessaire pour ces jours-là, il faut faire un choix. Bon, je vois qu'il y a ça et ça qui pourrait bien t'aller, mais aujourd'hui, il faut que je choisisse ça. Pour moi, ça a été compliqué, par exemple. Ça, j'ai dû l'apprendre parce que je voulais tout donner. Les gens, il faut vraiment qu'ils comprennent qu'on n'est pas là dans un truc d'exercice. On fait pas des exercices et plus on en fait, plus on apprend. C'est le contraire. Moins on en fait, plus on apprend. C'est la méthode des feignants, parce que fait plus petit, plus doux. C'est la méthode de ceux qui savent désobéir, parce que moi, je vais donner les temps de pause, mais je peux pas savoir à quel moment chaque personne a besoin d'une pause. Donc, ils sont obligés de prendre la pause quand ils veulent. C'est une obligation dans mon cours. Si tu as besoin de te reposer, tu te reposes. Si j'ai dit pause, mais tu as encore de la curiosité et tu veux continuer à explorer, continue. Si j'ai dit fais ça, mais tu as trouvé un truc intéressant, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais tu as envie de l'explorer, tu l'explores. Et c'est aussi la méthode des gens qui font mal, quoi. On est ici pour faire mal, parce que plus on fait mal, plus on a exploré des choses. Quand on a fait un truc bien, ben c'est fini. C'est bien fait, j'arrête, je stoppe, le développement est arrêté. Tu ne vas pas plus loin. Donc, plus on fait mal, mieux c'est. Moi, ça me convient. Voilà. Je suis feignante, j'aime mal faire. J'aime désobéir. Et d'où ça vient, Feldenkrais ? D'où ça vient et toi, comment est-ce que tu as connu cette méthode-là ? Alors, la méthode Feldenkrais a été inventée par un monsieur qui s'appelait Moshe Feldenkrais et qui a eu, selon moi, la mauvaise idée de mettre son nom comme nom de la méthode. C'est difficile à communiquer. Pilate a fait la même chose, mais c'est très facile à prononcer. Feldenkrais, c'est compliqué. Mais bon, on fait avec. Moshe Feldenkrais était né à ce qu'aujourd'hui est l'Ukraine en 1904. Et très jeune, il a, je pense, toujours été très aventurier. Donc très jeune, à 14 ans, il a traversé l'Europe à pied et il a fini en Palestine, à l'époque où il commençait à construire l'État d'Israël, qui n'avait pas l'ampleur qu'il y a aujourd'hui. C'était quelques zones qui commençaient à développer cet État-là. Et lui, il a participé à la création des écoles, la construction des écoles. Il a travaillé comme maçon, il a fait de tout. Et c'est là qu'il a commencé à pratiquer les arts martiaux. Il s'est très vite intéressé par tout ce qui est mouvement du corps. Il pratiquait aussi le foot. Et à cette époque-là, il a eu une première blessure au genou en faisant du foot. On ne sait pas si ça a été là les débuts de la méthode Feldenkrais ou plus tard. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été la blessure au genou, mais pas celle-là, qui viendra plus tard, mais c'était toujours le même genou. Dans tous les cas, c'est vrai que c'était quelqu'un de très curieux. Quand il a été blessé, il a cherché très rapidement la façon de s'aider lui-même par l'exploration. Quelques années plus tard, il est allé à la Sorbonne et il a fait des études d'ingénieur. Il a fait le doctorat de physique. Il travaillait dans les laboratoires avec le couple Joliot-Curie.
Voilà. Et avec eux aussi, donc il a connu à Paris aussi Igor Rocano, qui était le fondateur du judo. Il a commencé à faire le judo, il a été dans les créateurs de la Fédération française de judo. Il a aussi impliqué dans tout ça ses collègues des laboratoires aussi. Et après, dans les années 40, pour des raisons évidentes en tant que juif, il s'est échappé en Angleterre et il a travaillé pour l'armée anglaise. Il a participé dans le développement d'un radar pour détecter des sous-marins, quelque chose comme ça. Et il a entraîné aussi les soldats aux arts martiaux. Pendant un entraînement, il a glissé, il est mal tombé. Je crois que c'était dans un bateau ou un truc comme ça. Et il s'est à nouveau blessé dans le même genou. Et c'est là vraiment qu'il a essayé de trouver des alternatives à ce que la médecine de l'époque lui proposait, qui était une opération vraiment, pour lui, pas une issue, parce que dans tous les cas, il allait rester handicapé. Donc, il a cherché des meilleures façons de bouger, de marcher, de voir comment lui, avec une nouvelle organisation, il pouvait compenser ça. Il a exploré d'autres méthodes somatiques, la méthode Alexander. Il était très ami d'Erickson, de l'hypnose ericksonienne et tout ça. Bon, bref, c'était quelqu'un, et plus, une très longue liste des gens qu'il a rencontrés, de ses propres recherches, et petit à petit, d'abord en cherchant sur son propre corps et après en amenant aussi la méthode vers d'autres gens, il a développé la méthode, ce qu'on connaît aujourd'hui comme la méthode Feldenkrais. Et moi, j'ai connu cette méthode par ma sœur qui, étant hémiplégique, avait beaucoup de problèmes, de douleurs et de spasticité dans la partie saine de son corps. Je n'aime pas trop dire saine, mais j'ai pas trouvé une autre façon de le dire. Et son kiné s'est formé aussi en même temps à la méthode Feldenkrais et a commencé à utiliser ma sœur en tant que cobaye pendant qu'elle s'est formée. Et le changement a été incroyable parce qu'elle a pu arrêter les médocs qu'elle avait pour toutes ses douleurs, son spasticité, tout ça. Elle a appris à utiliser d'une manière plus fonctionnelle cette partie de son corps. Bon, évidemment, son hémiplégie, elle reste là. Hein. On n'a pas découvert encore des miracles de ce genre-là. Mais le but est de vivre avec son handicap de la meilleure manière possible et ça a été un outil qui l'a aidé dans ce sens-là et qui a fait qu'elle a une meilleure qualité de vie. Donc tout ça a réveillé ma curiosité. Je suis allée prendre quelques leçons avec une autre praticienne qui est sur Ascan. Voilà, il m'a suffi de ça pour me dire j'aimerais faire ça. Je savais pas trop pourquoi, j'aurais pas pu le mettre en parole, même maintenant c'est difficile d'expliquer la méthode. Je savais que quelque chose s'était passé, mais je savais pas l'expliquer, mais j'ai eu la sensation de vouloir faire ça pour moi, mais aussi pour le transmettre. Et donc, je me suis inscrite à la formation en 2016. En tout, c'est 4 ans de formation, même si moi, ça a duré plus longtemps à cause du Covid, qui est arrivé là, juste quand on devait finir en plein 2020. Il a allongé ça un peu. Après, j'ai donné des cours collectifs depuis 2018, parce que la formation, c'est au bout de 2 ans, on peut donner des cours collectifs, et au bout de 4 ans, on peut coucher les gens sur une table et aller les manipuler. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors moi, on peut me trouver pour les séances individuelles à Urt. Me contacter sur Internet, Kulunka Feldenkrais, ou sinon Belzane Feldenkrais, ça doit apparaître. J'ai un site web, mais je suis aussi sur les réseaux sociaux. Évidemment. Après, je donne des cours collectifs en présentiel à Bitache, tous les jeudis à 18h, 19h. Et j'ai des cours online. Sur mon site web, il y a toutes les infos. Et pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent pas faire des cours hebdomadaires ou qu'il leur suffit un truc journalier, j'envoie des leçons de 3 minutes par jour. J'aime ça parce que ces 3 minutes, tout le monde peut trouver 3 minutes. Là, c'est une façon vraiment que ce soit accessible à toutes circonstances, à tout le monde. Donc, on reçoit ça par mail, une par jour. Ça aussi, l'info, c'est sur mon site. Au début, tu nous as parlé du Feldenkrais et d'une autre activité que tu avais. Tu peux nous répéter, nous expliquer un peu? Monsieur et Madame Covid sont arrivés. Ma formation a été un peu, pas stoppée parce qu'on a continué online, mais on va dire allongée et à notre rythme. Et comme j'étais déjà en mouvement motivé et voulant aller plus loin dans certains domaines, il y a un domaine qui, moi, m'a aidé à une époque aussi où j'avais pas de la clarté dans la gestion de nos finances. Et j'ai fait une petite formation pour moi apprendre à mieux gérer tout ça. Et je voyais autour de moi beaucoup de gens dans ma même situation, mais à ne pas pouvoir trop les aider parce que ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai voulu apprendre plus d'outils pour pouvoir aider n'importe qui. Et du coup, j'ai fait une formation pour être coach en finances personnelles et je me suis installée aussi en tant que coach en finances personnelles. Donc, on va dire que j'ai dit globalement, parce que ça peut sembler très différent, que pour moi, je suis
toujours dans le même domaine, dans le domaine de prise de conscience, parce que j'apprends pas une technique concrète dans les finances personnelles. C'est vraiment une prise de conscience de où tu es, où tu veux aller et qu'est-ce qui marche pour toi pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, c'est prise de conscience et mouvement. À chaque fois, tu as étudié des méthodes à la base pour toi et après, tu as décidé de le transmettre. Ça part toujours d'un besoin. C'est pas quelque chose que je me suis dit, moi j'ai un super mouvement, j'aimerais aider tout le monde à bouger aussi bien que moi. C'est que moi j'avais aussi un mouvement qui me convenait pas. J'avais souvent des douleurs au cou, dans le haut du dos. C'était ma partie sensible, des blocages, même de la spasticité. Mon dernier douleur dans le cou a été pendant ma première année de formation de Feldenkrais. Je n'ai plus eu un seul problème parce que j'ai appris à mieux utiliser. Et une fois que tu découvres des choses comme ça, c'est très difficile de pas vouloir les partager. Okay. Donc, si en plus on peut en faire un métier, c'est encore mieux parce que ça t'aide déjà toi à aller encore plus au-delà. Donc, ce qui m'apporte, c'est encore plus grand. Et en plus, quand tu commences à les transmettre et que tu vois ce qui se passe dans les autres personnes, tu rajoutes encore plus de trucs pour toi. Donc, pour moi, de l'enseigner, c'est plus égoïste que généreux. Je suis pas là à essayer de répandre la bonne parole et sauver le monde. C'est vraiment, moi, je veux m'améliorer moi. Plus je l'enseigne, plus je m'améliore, plus ma vie est meilleure. Je l'ai fait à la base, je l'ai fait pour moi, même si je dis j'ai voulu aider les gens et tout ça, mais quand j'ai appris, pareil, j'ai géré déjà bien mes finances, mais quand j'ai appris pour les enseigner aux autres et que j'ai commencé à travailler avec les gens, et bien, j'ai encore rajouté des améliorations dans notre façon de faire parce que tu t'enrichis. J'ai été aussi enseignante d'autres disciplines, au collège, à l'école, prof de Euskara aussi. Je sais pas, j'ai toujours été quelque part dans l'enseignement, mais je n'ai pas vraiment l'impression que j'y vais pour donner ma vérité, mais vraiment, j'y vais pour apprendre. Et à chaque fois que j'ai enseigné un truc, je suis allée encore plus loin dans ma pratique ou dans ma connaissance. Donc, moi, j'enseigne pour apprendre, en fait. J'enseigne pour apprendre. C'est chouette. Voilà. Et la méthode Feldenkrais, on dit aussi que c'est une façon d'apprendre à apprendre. Parce que souvent, on ne sait pas apprendre. On croit qu'apprendre, c'est répéter, je sais pas quoi, ou mémoriser, ou faire ça bien comme il faut. Et en fait, on n'apprend pas comme ça. Les enfants, ils s'apprennent par la curiosité, par je suis le chemin de ce qui me fait plaisir. C'est ça, la façon d'apprendre. Par des pauses, je m'arrête, j'arrête de faire. On avait notre prof qui nous disait toujours do nothing, fais rien. C'est pas ne fais rien, fais rien. Je sais pas les auditeurs, mais moi en tout cas, ça m'a donné envie tout ça. Venez. Ouais. Mila esker belzane. Culture Cube.